Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Bada de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, Bada, qui est dans son deuxième épisode de ma conversation avec Laurent de Wild, ancien élève de l'École normale supérieure, producteur de radio classique, producteur d'enregistrements de CD divers et variés, mais tous autour du jazz, écrivain, auteur notamment d'une biographie de Thelonious Monk, un livre sur Thelonious Monk, et interprète lui-même et pianiste. Et c'est, Laurent, à ce titre de pianiste que je voudrais que nous commencions notre conversation, c'est-à-dire que depuis les années 80, commencement de votre vie de jazzman actif, de pianiste, comment est-ce que vous avez vu évoluer le monde du jazz, aussi bien sur le plan international, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus de pays se sont intéressés ou ont été séduits, que sur le plan musical et des différents courants qui ont traversé cette musique? Alors, c'est une question très intéressante parce que, depuis que j'ai commencé le jazz, ou du moins professionnellement, et donc répondre à des questions pendant des interviews, on me pose toujours la question, alors, le jazz est-il mort? Alors Frank Zappa disait, il est pas mort, mais il sent bizarre. Mais sa vitalité ne s'est absolument pas éteinte pour une raison bien simple, c'est que le jazz est un virus extrêmement résistant et qui a la capacité de se mélanger à toutes les musiques, puisqu'il apporte ce concept d'improvisation qui est essentiel à la musique et que la musique classique a perdu en route au début du XXe siècle. Alors moi, j'ai une petite théorie là-dessus, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, tous les grands concertistes improvisaient. Franz Liszt, virtuose bien connu, demandait à la fin de ce concert, de chacun de ses concerts à l'audience, de lui donner une note, puis une autre, et puis de fabriquer une mélodie, et puis une splendide pièce de musique improvisée grâce à, aux notes que lui avait donné le public. Tous les concertos de Mozart avaient une séquence dans laquelle le concertiste jouait son truc. Ce sur lequel il était fort. Alors, il y en avait qui étaient plus forts pour les tris, il y en avait qui étaient plus forts pour les arpèges. C'était le moment de briller en tant qu'interprète. Et la partition telle qu'on connaît était remplie à la hâte par Wolfgang, qui, pour être payé par son éditeur, avait besoin de rendre une partition où il n'y avait pas une centaine de mesures avec marqué Free Impro. Et donc, personnellement, je pense que c'est le piano qui est responsable de tous les mots du monde occidental. J'ai beaucoup à dire sur le piano. Oui. Nous lui consacrerons une conversation particulière. Mais en tout cas, il a installé dans les maisons bourgeoises donc la capacité de produire de la musique avec juste une seule personne qui en joue. Alors c'est très pratique parce que ça joue la mélodie, ça joue l'harmonie, ça joue le rythme, et surtout on en joue comme on tape à la machine, c'est-à-dire qu'on apprend à faire correspondre un message visuel, c'est-à-dire des petites taches d'encre sur des portées, avec des mouvements de doigts. Et on n'a plus besoin de savoir qu'on est en ré bémol majeur, qu'on passe à la relative mineure, que c'est une cadence plagale. Tout ça passe par la fenêtre, puisqu'il s'agit tout simplement de reproduire avec les doigts ce que l'on voit avec les yeux. Et à partir de ce moment-là, les conservatoires ont commencé à se remplir, et
on a mis sur le marché des générations et des générations de tapeurs à la machine. Bon, je dis ça de façon un petit peu exagérée, bien entendu. Il y a des très grands interprètes qui, même s'ils ne sont pas capables vraiment de comprendre, de décortiquer l'analyse musicale de la pièce qu'ils jouent, sont quand même capables de transmettre une émotion musicale. Mais le jazz a rempli ce vide, justement. Il est né au moment où s'éteignait ce désir d'improvisation, et que ce soit en Amérique du Sud, où alors ça devient la bossa nova, au Brésil, dans les Caraïbes, où ça devient la salsa, en Jamaïque, où ça devient le reggae, dans les pays du Nord, d'Europe du Nord, où dans chaque pays dans lequel le jazz s'immisce, eh bien, il reprend un petit peu le langage, les habitudes, les goûts locaux, pour devenir, un nouveau jazz. Donc, il n'est pas mort. Les années 80, pour moi, représentent en quelque sorte l'apogée du renouveau du jazz. Celui des années 50, je dirais que comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au milieu des années 60, le jazz était vraiment la membrane qui vibrait à l'unisson de tout ce qui se passait dans la société. Nouvelle tendance, nouveau jazz, nouveau discours. Et puis, effectivement, avec le free, ça s'est un petit peu détricoté. Et dans les années 80, il y a eu une sorte de retour en force du classicisme du jazz, dont le Wynton Marsalis était vraiment le porte-étendard. Et là, le jazz a commencé à devenir une musique de conservatoire. Et les choses ont commencé à changer. Petit à petit, le jazz est devenu effectivement une musique de conservatoire, tout en continuant d'évoluer, bien sûr, mais il a perdu ce statut résonnant sociétalement qu'il avait auparavant. Je dirais que les années 90 et 2000 ont été celles d'une bascule, encore une fois, de l'esthétique du jazz dans d'autres musiques, la musique électronique, je parle pas de la musique électronique de danse, la EDM, mais je parle de la drum and bass, des choses comme ça, qui reprenaient une approche du jazz très rythmique, avec la même intelligence de inversion du modèle, de petit cycle, grand cycle, comment faire monter la tension, comment la faire descendre, avec des véritables improvisations à l'intérieur, qui, à mon avis, descendaient en droit fil du jazz. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Le jazz est solidement implanté dans le génome humain. Il continue de vivre. Je vois des jeunes venir à mes concerts, pas en foule, c'est clair, mais je pense que il est arrivé à une croissance, je dirais, d'étiage, où elle est constante, faible, mais constante, et continue encore d'inspirer des nouvelles générations, déjà celles qui sortent des conservatoires. Et j'aimerais pas trop être un jeune musicien aujourd'hui, parce que il y a beaucoup d'artistes consommés, quoi, qui sont d'une capacité technique, c'est absolument effrayant, mais il y a effectivement peu de postes à prendre. Oui, ça c'est une constante, y compris dans la musique classique. Pour en rester au cas du piano, il y a non seulement pas un grand nombre de bons pianistes, il n'y a pas un bon nombre d'excellents pianistes, il y a un bon nombre de pianistes remarquables, et dont une bonne partie ne trouvera pas à s'exprimer professionnellement, sans doute d'ailleurs parce qu'il leur manque des qualités qu'on ne peut pas enseigner au conservatoire, qui consistent à savoir se mettre en avant, saisir les occasions, comprendre les choses. Enfin, il faudrait doubler le conservatoire d'une école de commerce ou quelque chose de ce genre. Mais c'est très impressionnant quand on suit en effet la formation des jeunes musiciens. Il y a une chose qui s'est passée dans le jazz, il me semble, mais je n'exclus pas de me tromper, j'exclus rarement de me tromper, particulièrement dans le cas présent, c'est que la place des femmes s'est un peu modifiée. Il y avait beaucoup de femmes chanteuses dans le jazz, et il me semble qu'il y a de plus en plus de femmes instrumentistes. Je fais référence par exemple à une d'entre elles, dont
comment dirais-je, qui a fait éclater dans ma tête un stéréotype. C'est une trompettiste, c'est Thérèse Besson, qui est épaisse comme un sandwich SNCF et qui peut faire un son aussi puissant que Armstrong ou que Maurice André, pour reprendre un pianiste classique. Absolument. Bon, alors, d'un constat admis général, il n'y a pas assez de femmes dans le jazz, qui reste un milieu assez masculin. Personnellement, moi, je suis un adepte des quotas pour les attributions d'aide, etc., pour la discrimination positive, parce que sinon les choses resteront en l'état éternellement. De façon très intéressante, parce que j'ai écrit un autre livre là sur le mariage de la musique et de l'électricité, et c'est devenu en fait une galerie de portraits des inventeurs de clavier au XXe siècle. Ça s'appelle Les Fous du son, et la musique électronique a été justement une musique qui a accueilli beaucoup de femmes interprètes, pas beaucoup dans le business, c'est-à-dire la fabrication d'instruments, etc., mais dans l'exécution, la recherche. J'ai une photo absolument bouleversante de l'exposition universelle de 1936 à Paris, où il y a, je pense que c'est 12 ondistes marteneaux en toge plus qu'antique qui jouent une pièce. Je me demande si c'était pas Messiaen qui avait composé la pièce pour l'époque. Parce que sa belle-sœur était ondiste. Exactement. La famille Loriot. Jeanne Loriot. Oui. Et c'était, c'était effectivement un milieu nouveau, donc non genré par l'histoire, quoi. Le jazz a mis plus de temps à tolérer les femmes en son sein, même si depuis le début, avec des Mary-Lou Williams, on a des figures de composition et d'exécution qui sont absolument confondantes. La plupart de ces femmes et celles d'aujourd'hui que j'ai fréquentées ne se plaignent pas du tout de ne jouer qu'avec des hommes. Pour elles, ça ne leur pose pas un problème, c'est pas désagréable, et un très très petit nombre d'entre elles, quand je leur en ai parlé, s'est plaint d'avance inappropriée ou de machisme. Et pour reprendre le cas de cette saxophoniste extraordinaire qui s'appelle Géraldine Laurent, qui donc sort des disques sur mon label Gazebo, elle veut pas être sélectionnée comme femme. Elle veut juste être acceptée comme musicienne, et quel que soit son genre. Et c'est une musicienne extraordinaire. Et heureusement, elle a été une des premières à percer ce plafond de verre. Mais c'est vrai que d'aborder un art avec un filtre genré réveille toutes sortes de contradictions dont les femmes sont les premières à souffrir, je pense. Alors, je viens de vous demander de confirmer que les femmes avaient une place différente aujourd'hui dans le jazz que celle qu'elles avaient quand vous avez commencé dans les années 80. Est-ce que vous confirmeriez aussi qu'il y a des instruments qui ont conquis ou reconquis droit de cité dans le jazz? Par exemple, je pense à l'accordéon. Oui, alors l'accordéon n'est pas une femme, je le confirme. Et les accordéonistes le sont. Il y a beaucoup de femmes accordéonistes. Oui, ça c'est encore une merveille du virus jazz qui s'attaque vraiment à tous les instruments. Alors, c'est vrai que justement dans la rédaction de mon livre sur les Fous du son, je me suis rendu compte que l'accordéon est un instrument totalement universel. C'est-à-dire, non seulement universel, mais il incarne la fête dans tous les pays du monde. Au Brésil, où il y a une tradition musicale, de percussion, tout ça absolument inépuisable. Accordéon. Quand il faut faire la fête, c'est accordéon. À Cuba,
accordéon. En Argentine, accordéon. Et là, je vous parle de l'Amérique du Sud, mais on pourrait parler de la Russie. Exactement. C'est un instrument qui symbolise, enfin qui représente, qui incarne la fête. Et à partir du moment où c'est la fête, eh ben, le jazz rentre par la porte de derrière et s'empare de l'instrument. Et effectivement. Aujourd'hui, on a en France des splendides accordéonistes et qui ont. Il y a des classes donc d'accordéon jazz maintenant au conservatoire et c'est vraiment tout au bénéfice de la musique parce que c'est une sonorité nouvelle qui est festive, qui est émouvante et qui a parfaitement sa place dans cette musique. J'ai nommé tout à l'heure la trompettiste Erel Besson. Du coup, puisqu'on est à l'accordéon, je peux nommer Lionel Suarez, avec qui Erel Besson joue très souvent. Absolument. Et je les ai entendus au concert. Et c'est d'ailleurs d'autant plus amusant que visuellement, comme je l'ai dit, Erel Besson est extrêmement mince et que Lionel Suarez, qui est de l'Aveyron, a été surnommé le colosse de Rodez, tellement il est imposant. Et sans oublier Vincent Perani, qui fait plus de 2 mètres. Je vous remercie, Laurent. Nous reviendrons dans notre prochain entretien sur vos sentiments que je qualifierais de divers à l'égard du piano et des claviers. Note donc que je vous donne rendez-vous à notre prochain entretien.